Bonjour, merci. L'atelier va être plus en présentation qu'un atelier formellement. Je ne vous imposerai pas la réponse à des questions ou de faire des calculs. Cette présentation-là, je l'ai faite jadis naguère il y a longtemps, et c'était effectivement un atelier, mais là, il fallait sortir vos crayons, vos calculatrices, ces choses-là. Puis compte tenu que le groupe est beaucoup plus gros que s'il n'était à ce moment-là, j'ai préféré peut-être juste passer ça en exemple que de faire des exercices en tant que tels. Alors, cet après-midi, parc de pièces de rechange, bien calculer ses besoins. Ce que je vais essayer de faire pour vous, c'est peut-être vous guider dans ça ou au moins vous amener à réfléchir à ça. Merci à Maintenance Québec et ses partenaires pour tenir ce colloque. À Jordan, que j'aimerais ou que je bannirai de mes pensées pour avoir eu à faire ça, et à M. Bugeaud pour de l'animation de ces journées-là. J'ai mis ici 35 ans parce que l'ingénierie, j'ai commencé ça avant d'être vraiment ingénieur. Et à ce moment-là, je travaillais déjà pour le transport en commun, mais j'étais aux études. ADES principal, Société de transport de Montréal. Puis, à ce moment-là, j'ai fini ma carrière, parce que j'ai commencé avec le groupe d'engineering pour aider les ateliers, ces choses-là. J'ai fini avec le groupe de gestion des matières, et c'est ce qui touche le sujet d'aujourd'hui. C'est les packs de rechange, les pièces, qu'est-ce qu'on met en stock, qu'est-ce qu'on ne met pas en stock. New Flyer, c'était les nouveaux autobus électriques, mais dans une toute autre fonction, parce qu'à ce moment-là, c'était beaucoup plus de s'assurer que les véhicules livrés étaient conformes et mis en service. On va faire ça en 4 gros blocs. Une petite introduction, théorie de calcul sans probabilité. Ça, c'est pour peut-être mettre le sujet sur la table. Après ça, on va rajouter la notion de probabilité d'optimisation. On a beaucoup connu les stocks à tant de % niveau de service, ces choses-là. Mais quand on parle de maintenance, on parle de pièces de rechange, il y a des petites variations qu'on va voir. Le dernier bloc, c'en est un où je veux présenter des outils. Parce que, bon, souvent, on se fait proposer des outils ou on n'en a pas, puis on cherche qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Alors, je vais essayer de passer quelques-uns des outils que j'ai utilisés dans ma carrière. Je n'ai malheureusement plus ces outils-là live sur un ordinateur parce que c'était du temps que je travaillais pour l'STM. Et j'ai dû les remettre. Ils n'aiment pas ça quand on part avec leurs choses. Introduction, objectif de présentation, définition, question qu'on pose et la réponse qu'on veut. Parce que, vous allez voir, la question qu'on pose est facile. C'est celle-là que nos patrons nous posent comme question ou que nos dirigeants nous posent. Mais la réponse qu'ils veulent avoir, là, c'est beaucoup plus complexe. Ça a déjà été un peu abordé dans les autres présentations d'aujourd'hui où on voit que ça touche beaucoup de choses différentes à travers la compagnie. Terminologie, ça c'est juste pour passer quelques-uns des termes qui vont se retrouver sur notre passage pendant qu'on va là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Clarifier la notion de parc de rechange. Pièce de parc de rechange, excusez, j'utilise parc de rechange encore, on raccourcit, là, mais c'est vraiment parc de pièces de rechange. Quand et pourquoi on a besoin de ça? Identifier des facteurs importants, puis les impacts aussi que ces choses-là ont sur le parc. On va le voir, puis c'est surtout dans les calculs que ça fait une différence. Le besoin d'optimiser, puis ça, c'est parce que souvent, on nous demande de faire des packs de rechange, mais ces packs-là ne sont pas optimales. Si c'est une personne qui nous le demande, c'est un parc énorme. Si c'est quelqu'un d'autre, ils veulent avoir un parc qui est plus petit que possible. Ensuite, les différentes solutions et systèmes experts, là, ça va être la dernière portion de la présentation. Parc de pièces de rechange, on dit ensemble de pièces détachées ou de rechange qu'on veut acquérir isolément pour remplacer un élément usagé ou détérioré. Le parc
que je vais adresser cet après-midi, c'en est un qui est beaucoup plus en cas de bris. Précédemment, on parlait d'entretien préventif, entretien prédictif. Et pour ces entretiens-là ou ces types d'entretiens-là, normalement, on devrait savoir de quoi on a besoin, puis on devrait savoir quand est-ce qu'on va en avoir besoin. Donc, on fait normalement l'acquisition de ces pièces-là. Il est certain, vous l'avez tous vécu, garniture de frein, on en tient tout le temps. Donc, s'il y a des bris qui s'ajoutent au remplacement de garniture normale, souvent, c'est fondu un dans l'autre. Mais au moins, quand on fait le calcul de ce qu'on aurait besoin en fonction des bris, on est capable d'évaluer beaucoup mieux la grosseur du parc qu'on va avoir besoin. La raison, c'est pour réparer des bris non planifiés. Puis le non planifié, je reviens là-dessus, c'est important, parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça ne vous donnera pas les besoins pour les consommables réguliers, changement d'huile, ces choses-là, parce que vous le savez, changement d'huile, c'est tous les temps de 1000 km, vous faites tant de 1000 km par année, ça vous prend tant de fluide par année pour changer ces affaires-là. Une remise pourquoi détenir ce parc de rechange-là? C'est pour une remise en service rapide. On le sait, puis c'est encore plus vrai depuis la pandémie. Il y a des pièces que, oui, on pique une petite trail, on s'en va chez Canadian Tire ou chez Walmart, on peut trouver ces pièces-là dans le département des pièces. Il y en a d'autres, c'est 6 mois, 8 mois, 1 an de commande. Puis ça, c'est même dans des pièces qui ne sont pas si spécifiques que ça. C'était moins vrai par le passé, parce que les chaînes d'approvisionnement étaient plus courtes, mais maintenant, là, ça peut être des risques importants. Maximiser la disponibilité opérationnelle. Bon, Dieu, j'ai de la misère. On en a parlé tantôt. Ce qu'on veut, c'est avoir ces équipements pour la fonction dont on a besoin le plus possible. Parce que sinon, qu'est-ce que je fais avec ma business? Dans les enjeux, choix des composants. Ça vient de différentes façons. Il y a de l'expérience, il y a des fournisseurs, il y a des listes de matériel, des listes de pièces, ces choses-là. On peut regarder ce qu'on peut avoir de besoin, mais après ça va dépendre de différents facteurs pour choisir ces pièces-là. La quantité à tenir en stock, ça dépend beaucoup du taux de défaillance ou de la fiabilité et des délais d'approvisionnement. Les coûts de stockage, coûts d'approvisionnement, c'est selon notre chaîne à nous autres d'approvisionnement, donc interne, à savoir les lots qu'on achète, les quantités qu'on est capable d'obtenir, les délais d'approvisionnement pour ça. Les coûts d'indisponibilité des équipements, et ça, c'est pas toujours évident. Ça a déjà été relevé un peu, mais d'être capable de mettre un chiffre sur combien ça me coûte par jour quand je ne l'ai pas. Soit des pertes de revenus, soit des coûts plus directs que ça, là, à savoir, là, on perd des contrats, ces choses-là. C'est pas négligeable. Puis aussi, dans ces coûts d'indisponibilité d'équipement-là, on a déjà soulevé ce point-là plus tôt, c'est que ça nous prend des équipements supplémentaires. Parce que, rappelons-nous, la première pièce de rechange à avoir dans un parc, c'est un équipement de rechange de plus. Sauf que ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours rentable de le faire non plus. Disponibilité des données et des coûts. Certains d'entre vous auront des systèmes sur lesquels il est possible d'extraire les données dont on a besoin. Il y en a d'autres, il faut implanter ces choses-là pour avoir toutes les données qu'on voudrait pour installer ces beaux systèmes-là. Mais ça vient, puis c'est dispendieux aussi dans certains cas, parce que les données peuvent être difficiles à obtenir objectivement. Il y a des données qu'on peut avoir intuitivement, on parle avec les gens, ça brise à peu près tous les temps. Mais si on veut vraiment faire le travail de façon objective, bien là, ça nous prend des données qui sont solides. Puis ça, ces affaires-là, ça ne vient pas gratuitement. Le travail en équipe, c'est le dernier des enjeux, mais un qui a
peut-être la plus grande importance, c'est qu'on ne peut pas travailler en silo. Pas plus que pour bien d'autres choses. Il faut que nos gens d'exploitation comprennent nos enjeux du côté maintenance, du côté entreposage de pièces, et la même chose du côté maintenance, qui doivent comprendre les autres enjeux, les enjeux des autres, chaîne logistique et ingénierie, parce que ça vient impacter le résultat final. Les méthodes qu'on voit habituellement, j'ai mes méthodes utilisées, mais c'est bon, il y en a certaines d'entre elles qui sont peut-être je ne cherchais pas un défaut, mais des déformations. Tiens, voilà, c'est mieux. Il y a le pifomètre. Il y a des gens qui l'évaluent littéralement comme ça. Celui qui parle le plus fort, là, ici, je parle de quand vous avez les gens d'entretien, les gens de magasin, puis les gens d'exploitation, bien, dépendamment qui a l'oreille du grand patron, ça va impacter votre parc de rechange. Parce que si ce sont les gens qui sont du côté magasin, eux veulent avoir le plus petit stock possible, ça coûte trop cher. Fait qu'ils n'en gardent pas gros. Tu les commanderas quand tu en as besoin. On va t'arranger ça. Mais ça ne marche pas tout le temps. Du côté d'exploitation, eux autres, ils veulent avoir 100 des équipements, donc eux autres, ils voudraient même avoir des équipements de plus juste en attendant. Puis du côté maintenance, bien, quand je travaillais à la STM, il y en a qui m'ont dit « Oui, mais si tu peux mettre 5 autobus en morceaux dans le magasin, là, ça ferait mon affaire. » Bien, oui, mais il y a bien des pièces là-dedans, puis ça revient à un point de tantôt, tu n'en auras pas besoin. Oui, à la STM, on avait des devants d'autobus, au cas où on rentrerait dans un mur. Mais on n'avait pas 50, on en avait une. Bien, par série, évidemment. Fait que ça, ces choses-là, ça vient jouer sur l'approche qu'on va prendre. Et ce que je veux essayer de faire aujourd'hui, en vous montrant que ça se calcule un peu, c'est de permettre aux gens de discuter sur une base qui est plus objective. Une autre façon, les recommandations du fournisseur, c'est évidemment, mais lui, rappelons-nous, il nous a vendu l'équipement, puis il va nous vendre les pièces de rechange. Donc, c'est en son intérêt d'avoir un bon parc de rechange, ce qui n'est pas toujours rentable pour l'avoir vécu encore, c'est qu'ils nous font des listes de matériel, puis 5 ans après, on s'aperçoit qu'il y a de la poussière, ça dépète dessus. Mais c'était bien à voir, au cas où, mettons que peut-être. L'historique, l'expérience personnelle, ça fait beaucoup de chemin, puis on voit que l'historique, les chiffres qu'on ramasse, va aussi être un gros facteur dans nos calculs, parce que c'est basé sur ça qu'on est capable de déterminer un peu la fiabilité, puis on est capable d'évaluer les parcs. Des calculs simples que des gens vont faire en disant « Ah, ça, c'est tout, à peu près tous les 75 000 km, donc je fais tant de 1000 km par année, je devrais en avoir tant si je n'ai besoin de ça. » Mais c'est déjà un bon départ. Les logiciels, ça, je vais en montrer un petit peu plus tard. Puis il y a probablement d'autres techniques ou méthodes, là, je ne sais même pas, on peut faire comme les profs faisaient des fois pour faire les notes. Là, tu pitches la pile en bas des marches, puis celui qui se range jusqu'en bas, il a la plus grosse note. Là. Mais peut-être qu'il y en a qui font ça pour les pièces. Les enjeux, choix de composants. Je l'ai dit tantôt, il y a des pièces qu'on a besoin d'avoir, il y en a d'autres qu'on n'a pas, et c'est toujours dépendant du risque qu'on est prêt à prendre. Je l'ai dit tantôt, un autobus, on tient un devant d'autobus pour une série donnée. Pourquoi? Parce qu'ils produisent ça quand ils fabriquent cette série-là. Après ça, s'ils retrouvent les moules, ça va quand même être 12 à 16 semaines de livraison. On ne peut peut-être pas se payer ces luxes-là. D'autres pièces, ben, tu dis que ça serait comme insultant de ne pas en avoir, des petits connecteurs, des ampoules, ces choses-là. Essayez d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas son véhicule ou son équipement parce que la maintenance n'est pas capable de mettre la main sur une ampoule ou un connecteur, là, ça s'échauffe un peu. Les coûts de stockage, coûts d'approvisionnement, encore là, ça fait partie de votre stratégie. Il y a des gens qui choisissent de ne pas stocker localement, mais plutôt que de payer quelqu'un d'autre, un peu comme de l'assurance, pour avoir ces pièces-là à leur place. Mais c'est sûr que ça va vous coûter plus cher que si ça valait la peine de l'avoir chez vous. Coût d'indisponibilité, ça je l'ai dit, il y en a des vrais, il y en a d'autres, bien des vrais, des coûts qui sont
faciles à identifier. Il y en a d'autres qui seraient du genre « je vais perdre le client ». Quand ça fait 2 fois que tu refuses des composants à quelqu'un, bien, il va peut-être chercher une autre façon. À l'intérieur d'une même compagnie, c'est plus difficile parce que souvent, tu te fais dire « c'est là que tu achètes ». Mais quand cette personne-là n'est pas capable de donner le service, puis que ce service-là va chez des clients, bien là, est-ce qu'on va perdre de l'achalandage parce qu'on n'a pas été capable de donner le service, parce qu'on n'était pas capable de réparer? Je comprends que ça fait un peu l'arbre dans ses feuilles, là, mais il faut le considérer. Puis des fois, ça peut être, je dirais, une appréciation de la personne. Mais au moins, si on met ça en chiffres, bien, on peut dire « oh, t'es plein t'en inventes », ou encore « ouais, ça se peut que ». Donc, c'est pas négligé. Disponibilité des données, ça, je l'ai mentionné tantôt, c'est même un enjeu, c'est même un facteur important pour décider si on va faire des choses. Travail d'équipe, comment ça fait que? Bougez pas. Non. Bon, je pense bien. Vous ne m'avez pas dit que je radotais? Bon, ça paraît. Bon, OK. Finir. Bon, ça, c'est tous nos enjeux. Les méthodes, bon, les logiciels. Bon. Ah, voilà. Bon. Excusez. Bon, je vais enlever ça. La question qu'on pose, puis la réponse qu'on veut. C'est là que vous allez voir que ça devient beaucoup plus complexe. La question qu'on pose, c'est quel parc de pièces de rechange est-ce que j'ai de besoin? Facile, une petite ligne. Hein? La réponse, quelle est la quantité optimale de chacun des composants, neufs ou réparés, à stocker dans un parc de rechange pour minimiser les coûts d'indisponibilité, minimiser les coûts de possession de parc, en tenant compte du nombre de composants en service, du taux d'utilisation, de la fiabilité, du délai d'approvisionnement, des besoins opérationnels, du niveau de protection désiré ou du risque acceptable dans ce cas-ci. De la disponibilité des ressources financières, ça, on l'a vu tantôt, là, ça fait aussi partie de nos enjeux, à savoir, c'est bien beau, là, mais l'argent, ce n'est pas infini. Des taux de troubles non localisés, des réparations en place. Troubles non localisés, souvent, ça ne marchait pas, on remplace le composant, ça ne marche pas plus. Bien là, on n'avait pas la bonne composante à remplacer. Ou encore, des fois, on la remplace, tout le monde a l'impression que ça fonctionne, on envoie ça pour faire réparer, puis les gars disent « ça marchait ». Fait que ça nous fait remplacer des composants, puis c'est des faux diagnostics. Donc, on en a besoin, mais ça n'a pas rien donné, évidemment. Coût des composants, coût d'indisponibilité des équipements de service, les composants, ça, c'est tous des petits facteurs que j'ai mis, etc., parce qu'il y a nombre de facteurs dont on peut tenir compte, mais on n'est pas toujours capable d'obtenir l'information. Terminologie, c'est juste pour vous donner un petit brossé là, des termes qu'on peut rencontrer. Composants en service, bien évidemment, c'est le nombre d'équipements fois le nombre de composants qu'il y a sur un équipement. Ça nous donne tout ce qui marche, tout ce qui fonctionne. Les heures d'opération quotidiennes, parce que, évidemment, quand c'est arrêté, c'est rare que ça brise. Cycle de service, ce qui est un raffinement sur les opérations quotidiennes, parce qu'on a des choses qui ne fonctionnent pas 100% du temps sur un équipement. Ce qu'on appelle en bon français aussi un duty cycle. Les taux de défaillance, ça, c'est des variations du taux de défaillance. Moyenne de temps bon fonctionnement, moyenne de temps de remplacement. Il y a des petites différences à savoir qu'il y en a, ça brise, on le sait, mais on ne le remplace pas tout de suite parce qu'on a des façons de contourner ça, soit parce qu'on a de la redondance ou autre. Mais on va en tenir compte parce que le besoin, c'est en fonction du nombre de remplacements qu'on fait. Aussi, dans les temps de remplacement, on parlait de troubles non localisés ou réparer en place. Bien, ça vient affecter parce que si on répare en place, on n'a pas besoin du composant. Puis si c'est un trouble non localisé, bien là, on a remplacé un composant pour rien. Les délais d'approvisionnement, vous l'avez vécu avec la pandémie, ça a un effet majeur dans certains cas.
On est passé pour des choses qui étaient approvisionnées beaucoup plus à l'étranger, de quelques semaines à quelques mois, quand ce n'était pas des dizaines puis des douzaines de mois. Les temps moyens de réparation, ça, c'est beaucoup plus si vous faites de la réparation à l'interne. Les temps entre les ruptures de stock, le mean time between stock out, ça, c'est une valeur qui peut être importante de considérer parce que souvent, on va nous parler de niveau de confiance. Ah, je veux 75 80 95 de niveau de confiance, que je vais avoir les pièces. Sauf que si cette pièce-là n'est pas remplacée souvent, il est possible que manquer de stock, ça survienne juste à tous les 10 ans. Puis c'est là où c'est peut-être une chose à considérer parce que si je manque de pièces à toutes les 2 semaines, c'est insultant. Si je manque de pièces à tous les 10 ans, je ne peux peut-être pas nécessairement être fauté de ne pas en avoir eu parce que tu dis j'ai gardé des pièces pendant 10 ans de trop pour rien. Les risques de rupture de stock, ça c'est les stock-out, les coûts unitaires, les coûts d'indisponibilité, c'est toutes des choses qui vont revenir en termes de terminologie, puis on va le voir un peu plus tantôt. Théorie et calcul sans probabilité, ça c'est parce que je voulais d'abord peut-être établir une base, puis c'est quelque chose que très probablement beaucoup d'entre vous faites déjà dans une forme ou dans une autre. Bon, conditions d'application, ces choses-là. Pour être capable de faire un calcul, quel qu'il soit, en termes de remplacement ou de composants à remplacer ou qui vont être remplacés, il faut être en phase de maturité. Raison étant que si les défaillances ne sont pas constantes dans le temps, bien, on court après notre queue. Soit parce que c'est des problèmes d'enfance ou des problèmes de vieillesse qui viennent nous rattraper. Bien que, quand on a des gros parcs, ça se fond un dans l'autre. Donc, on a 1000 autobus, tiens, je vais le prendre comme ça. Bien, même si j'ai des nouveaux autobus puis des vieux autobus, la grande majorité des composants qui sont les mêmes, bien, vont réagir comme si c'était tout égal à travers le temps parce que c'est mis dans la masse puis ça ne cause pas de problème particulier. Encore là, quand on fait le calcul sans probabilité, bien, c'est 50 de confiance, donc c'est hit or miss une fois sur 2. Fait qu'il y a des chances qu'on en manque, dans ce cas-ci, peut-être plus souvent qu'on veut, sauf qu'au moins, ça nous donne une moyenne. Il y a des gens qui vont faire ce calcul-là, ils en rajoutent un ou deux, puis ça va faire leur affaire. Mais encore là, c'est intuitif, c'est viscéral plus que d'autres choses. Je le mentionne attention, pour que ce soit, il faut que ce soit un processus aléatoire, un processus stochastique, puis il faut qu'on accepte le niveau de risque à 50 %. La façon qu'on fait ça, c'est qu'on prend la quantité, qu'on multiplie par les heures d'opération ou le temps d'opération quotidien fois le nombre de jours, puis on divise ça par l'intervalle. J'ai fait le calcul. Bon, c'est ça. Un premier exemple, j'ai une flotte de 50 unités, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, un composant, dans ce cas-ci de 25 000 $, peut-être une transmission, quelque chose du genre. Le temps entre les remplacements est de 1000 heures. Le délai d'approvisionnement, 3 jours, puis les coûts d'indisponibilité sont de 250 $ par jour. Encore là, ce coût d'indisponibilité-là, ça pourrait être des services que je n'ai pas pu rendre, des revenus manqués, ou carrément parce que je suis obligé de louer un véhicule ou un équipement de remplacement qui coûte ça par jour. Combien de défauts par année? Premier calcul qu'on fait. 50 unités, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 52 semaines par année, divisé par 10 000, c'est 10 unités,4. La vie est belle. On s'attend, bon an, mal an, à remplacer 10 unités par année. Sauf qu'on s'est aperçu que c'était pas tant. On n'en a pas besoin pour un an. Notre délai d'approvisionnement est de 3 jours. Dans le délai d'approvisionnement, on refait le même calcul avec 3 jours, on est à 0,12. Donc, on voit que 0,12,
On pourrait dire 0, dire bien, ça ne vaut quasiment pas la peine d'en avoir. Ou encore, n'avoir un, mais n'avoir un, ça va nous toffer pas mal plus longtemps. Là, j'ai fait le calcul avec l'arrondissement. J'arrondis, le point 12, ça me fait 1, mais ça serait 25 jours d'approvisionnement. Donc, ce que ça me donne aussi en ayant fait ce petit calcul-là, c'est de pouvoir me dire, OK, c'est 3 jours, mais je ne suis pas collé sur la porte là, à 3 jours. Même si ça prend une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je suis quand même correct. Donc, mon 50 % que j'avais par le calcul, bien là, se retrouve à être beaucoup plus élevé parce que j'en ai pour beaucoup plus longtemps. J'avais mis question-réponse. Est-ce qu'il y a des choses que les gens voudraient clarifier vite, vite? OK. J'attends le goudron et les plumes. Probabilité, optimisation du parc. Lacunes, bon, ce qu'on va voir un peu, les lacunes du modèle sans statistique, le parc de rechange et les notions de probabilité. Le nomogramme de calcul Sparse Calculator, qui a été un peu mon introduction à ça, que quelqu'un m'a fait découvrir et qui m'a beaucoup servi, parce que c'est quand même assez facile et ça donne de bons résultats. L'exemple de calcul, bon, l'optimisation du parc. Oups. Là, la question, stocker ou non, puis ça, c'est en fonction du dollar. Parce que des probabilités puis des chiffres, c'est le fun, mais tant qu'on ne convertit pas ça en dollars, bien là, on n'est pas jamais sûr, est-ce que je fais du bien à ma compagnie ou pas du bien à ma compagnie. Donc, ça, c'est important de se poser cette question-là puis de faire ces calculs-là. Bon, estimation du nombre de défauts au cours d'une période de couverture, c'est déterministique, puis ça fait abstraction de la probabilité. Mais ça, c'est pas tenir compte du fait que les bris, c'est aléatoire. On a vécu des cas où on remplace des composants, ça fait défaut dans très peu de jours après. Puis il y a d'autres fois où on dit que ça devait faire longtemps que c'est brisé, puis ça ne l'a pas. C'est la nature des composants. On s'entend, ce ne seront pas souvent, pour ne pas dire jamais, des composants qui sont de nature à s'user. Des freins, ça s'use. Normalement, on les voit progresser. On a une idée de quand est-ce que ça va sortir. Un composant électronique, on en soulevait le cas ce matin, bien, plus nos véhicules ont d'électronique à bord, des ordinateurs, des processeurs, ces choses-là, ils nous donnent des MDBF de ça, c'est 1 million d'heures. Mais je suis certain que tout le monde a posé un nouveau composant dans un véhicule ou dans un équipement, puis 3 jours après, si tu dis « je ne comprends pas », je viens de le changer. Il était brûlé encore. Le monde, c'est ça, il n'est pas déterministique, il est stochastique, puis ça, c'est vraiment la nature des bris. Fait que si on ne tient pas compte de la probabilité, bien, on est toujours 50-50. Encore là, on peut corriger l'expérience, ça peut nous aider, mais on n'a pas nécessairement une vue aussi juste de ce qu'on devrait avoir comme inventaire. Les 2 grandes règles qu'on connaît, bien, celle qu'on connaît le plus, c'est la normale. On a tous fait des inventaires, ceux qui ont fait des calculs d'inventaire, on dit, bon, quel est l'inventaire dont j'ai besoin si j'ai une consommation de temps et je veux tant de pourcents de niveau de confiance que je vais l'avoir? Bien là, on prend la consommation à la moyenne, puis on rajoute au pourcentage de la normale les quantités supplémentaires pour nos stocks de sécurité. Ça va pour des grosses quantités, ça va pour des gros volumes, mais quand on remplace des composants dans des plus petites flottes, on parle de 20 équipements, 50 équipements, et que ces bris-là ne surviennent pas régulièrement, invariablement, on se fait manger. Ce qui est beaucoup plus pertinent d'utiliser dans ce cas-là, c'est la loi de Poisson, notre ami Siméon Poisson, parce que ça tient compte de la probabilité, ou ça nous donne la probabilité qu'un certain nombre d'événements surviennent dans une période donnée. Puis vous allez voir comment est-ce qu'on peut, avec ça, s'aider à calculer les besoins. La loi de Poisson, on la voit là. Je vais utiliser... En voilà. Allô?
on voit qu'ici, ça ressemble un peu plus à normal parce que quand la loi de Poisson, puis c'est intéressant aussi pour ça, quand le facteur mu qu'on utilise pour calculer la loi de Poisson est grand, on parle aux environs de 10, on nous dit que ça ressemble beaucoup plus à normal. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'utiliser la même règle, peu importe combien est-ce qu'on va avoir de taux de défaillance, la proportion de défaut qu'ils appellent, là, à utiliser. Donc, quand on fait ce calcul-là, puis pour se servir de la loi de Poisson, là, je vais reculer un. On voit ici, ça c'est notre loi de Poisson qui dit que la probabilité d'avoir un certain nombre X est dépendante du taux de défaillance et de la quantité de défauts qu'on va avoir. Okay? On retrouve cette même formule-là ici, dans laquelle on a remplacé la proportion de défauts par la quantité fois le taux de défaillance fois le temps. C'est un petit remplacement. Ces valeurs-là, habituellement, on les a. La plus difficile, bon, la quantité, on le sait, c'est facile. Le temps, on a une idée de ce qu'on veut. Le taux de défaillance, on va l'avoir de données historiques. C'est là où je disais que des fois, on peut l'estimer, ça arrive à peu près à tous les temps. Mais il y a d'autres fois, on a besoin peut-être dans des systèmes, d'aller fouiller dans les systèmes puis obtenir cette information-là. Puis ça peut être une nécessité pour certains cas. Quand on remplace ça, OK, on se retrouve avec la même formule pour laquelle, et la grande variation, c'est ça ici, là, c'est que pour avoir la probabilité qu'on ait un certain nombre de défauts ou moins, on doit faire la somme de chacune de ces valeurs-là. Parce que ça, Poisson nous dit, bien, la chance d'avoir aucun défaut, c'est tant. 1, c'est tant. 2, c'est tant. 3, c'est tant. Donc, en faisant la somme de ça, on fait la somme des probabilités, puis on se retrouve avec la valeur quantitative de composants dont on a besoin pour supporter un risque qui serait la probabilité de la disponibilité. Quand je vous parlais tantôt du nomogramme Spears de Westinghouse, là, quelqu'un a eu l'intelligence de prendre cette formule-là puis la convertir dans ceux qui ont eu des règles à calcul, les dinosaures comme moi, là, qui ont eu des règles à calcul circulaires. Là. Ça ressemblait un petit peu à ça en termes de concept. Puis ce qu'on a, c'est qu'on a deux roulettes qu'on met une par-dessus l'autre. Celle d'en bas, celle-ci, contient les valeurs de résultats de taux de défaillance, voilà, Q lambda T, qu'on cherche. Et ici, là, qui est tout le tour sur la couronne, là, le nombre de pièces qui va satisfaire le besoin. Après ça, sur la roulette qu'on mettait au-dessus, on a, ça c'est les instructions, je vais vous montrer ça dans 2 secondes, mais on a aussi le niveau de confiance qu'on cherche. Fait qu'on a les différents niveaux de confiance discrets, 99, 95, 90, ces choses-là. On reconnaît ici notre petite formule qu'on avait tantôt, puis c'est la base de calcul qu'il y a derrière ça. C'est un tout petit calcul qu'on a besoin de faire. On a la quantité, on a le taux de défaillance, on a le temps qu'on cherche. Après ça, on l'intègre dans ça, puis ça va nous aider à calculer. Fait que le nomogramme avec ça, moi, je l'avais traversé dans une table là, pour que ce soit peut-être plus facile pour tout le monde que d'avoir les deux petites roulettes, parce que j'avais imprimé ça sur Internet, le trou, là, le carton. C'est un beau bricolage, j'en conviens, mais ce n'est pas nécessairement très, très, très utile au quotidien. Alors, on calcule notre taux de défectuosité. Puis là, pour le niveau, on va chercher cet intervalle-là dessus. Fait on reprend notre exemple de tantôt, 50 unités, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 50 piastres par jour de coût d'indisponibilité,
un composant 10 000 heures. Sauf que là, on veut 95 % de confiance que les stocks vont être suffisants. Alors, ce qu'on va faire indirectement avec cet outil-là, c'est que ça va nous cumuler la probabilité de n'avoir 0, d'en avoir 1, 2, 3, 4. Puis quand on arrive à 95 %, bien, on a satisfait la condition. Fait que, quel est le nombre prévu pour l'année? Bien, la réponse dans ce cas-ci serait 16. Tantôt, on avait dit 10, mais 10, c'était à 50 %. Là, on était rendu à 95 % de ne pas avoir de pénurie de pièces. Puis de la façon qu'on l'avait fait, si on n'avait pas la roulette, c'est qu'on va dans la table, on trouve notre niveau de confiance qu'on cherche, on trouve la valeur de Q lambda de T, ou l'intervalle dans ce cas-ci, puis ça nous donne le nombre de pièces qu'on a besoin. Même chose, à 3 jours, 95 %, ça nous donne tout de suite une unité. Fait qu'on n'a même pas besoin de faire l'arrondi supérieur. On retrouve encore le 95, la valeur qu'on a calculée, parce que là, je ne l'ai pas. Bon, notre Q lambda de T, là, c'était juste ça ici qu'on faisait. On faisait 50 fois 0.0001 fois 24 heures. Ça nous donnait ce Q lambda de T-là de 12. Puis avec ça, on s'en va chercher dans notre table l'intervalle où 0,12 se trouve, et c'est là. Donc, ça nous donne une quantité. Puis là, on l'a avec un niveau de confiance, parce que c'est ça. L'autre, à 50 %, comme je vous disais, on aurait pu dire, oh, ben, 0 à 1, c'est encore assez facile. Mais de 10 à 16, ça n'aurait pas été aussi évident de calculer c'est quoi l'augmentation de confiance que j'aurais eue en mettant un de plus, un de plus, un de plus, un de plus. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, bien, mais-en autant que tu en as. Ben oui, j'ai 50 autos, j'ai 50 moteurs de rechange au cas où, la même semaine, quasiment la même journée, les 50 moteurs, bien, on s'entend, là, ça n'a pas d'allure. Un, c'est dispendieux, mais deux, la probabilité que ça arrive, c'est infini-décimal. En prenant un calcul qui est peut-être plus raisonnable, on trouve des valeurs qui ont pas mal de bon sens. Optimisation économique. Là, c'est là où habituellement je faisais la pause. Là. To stock or not to stock, that is the question. C'est beau des chiffres, mais après ça, il faut être capable de se le payer. Puis est-ce que ça vaut la peine? Je parlais tantôt de la valeur des pièces, puis les coûts d'indisponibilité quotidienne. C'est donc important de calculer est-ce que je peux supporter cet inventaire-là à une valeur moindre que ce que ça me coûte en indisponibilité, parce que sinon, ça ne vaut pas la peine de le faire. Je vous fais fi de la formule. Ce que ça nous donne, c'est que ça nous permet de calculer, quand on la retourne, okay, de calculer la quantité maximum qu'on est capable de supporter pour que ce soit viable. Dans ça, on a la quantité, les heures d'opération, l'intervalle de bon fonctionnement, on a le coût d'indisponibilité quotidien, le temps, le taux de stockage et la valeur de la pièce. C'est là où les dollars commencent à rentrer, puis c'est là que ça commence à faire du sens d'en avoir plus, d'en avoir moins. Dire à quelqu'un, non, non, tu ne peux pas en avoir, ça coûte trop cher. Des fois, ça ne sonne pas tant que ça. Si tu dis, écoute, cette pièce-là coûte 30 000 $. Si je la garde pendant 1 an puis je n'ai pas eu de besoin, à ce qu'on connaît à peu près ou habituellement comme étant les coûts de stockage d'une trentaine de %, bien, ça va être un 3 000. Bien, 10 000 de pièces, ça me coûte 3 000. Ça vaut-tu 3 000 $ de l'avoir, cette pièce-là, ou non, pour le temps que tu en as besoin? Puis ça va dépendre de toutes vos autres stratégies. Quand je parlais tantôt là, de travailler avec les opérateurs, l'ingénierie, puis le restant de votre réseau d'approvisionnement, bien, ça aussi, ça vient jouer. Parce que si tu dis, bien là, si je n'ai pas, je vais aller dans le louer un. Ça va bien. On parlait de véhicules. Bon, j'ai une fourgonnette qui fait défaut, budget 19,95 par jour, ça se fait. Si au contraire, tu as une perceuse spéciale pour un mur, là, les gens qui sont dans le minier, là, je ne pense pas qu'ils ont ça chez Budget.
puis l'avoir, ça serait peut-être un peu plus long. Donc, là, l'équipement ou le moyen de rechange n'est pas valide ou n'est pas possible. Ça vous prend les pièces. Je refais l'exemple. Je vais sauter rapidement, utiliser un calcul. Bon, c'est ça. Fait, le coût de stocker, on parlait d'une pièce de 25 000 30 % par année, 7 500 par année en coût de stockage. Coût d'indisponibilité. Bien, on parlait de 3 jours d'approvisionnement. Bien, si 3 jours à 250 fois, évidemment, le nombre de remplacements qu'on va faire, ça nous mettrait à 7 800. Donc, ça coûte 7 800 pas l'avoir, 7 500 l'avoir. Déjà là, on est gagnant. Fait que c'est pas parfait, j'en conviens. Mais au moins, on a une base de discussion avec nos partenaires ou patrons pour discuter de ces choses-là. On voit le cas. Si on est capable de baisser ça à 2 jours, puis ça vient nous aider des fois à mettre un peu des sous dans « je peux-tu l'avoir plus vite ». 3 jours, c'est un délai normal de livraison. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont Amazon Prime. Bien, il y en a pour qui ça vaut à peine. Ils commandent assez souvent, ils disent « moi, j'ai Amazon Prime, je commande Amazon Prime, c'est beau, je l'ai le lendemain au lieu de 3 jours ». Mais ça, on peut le considérer là-dedans. Puis ça fait partie encore de notre réflexion. Ça, je dis, c'est pas facile, puis je pense pas vous dire que je vous présente aujourd'hui une solution blindée, là. Oui, effectivement, sortez-moi avec le goudron et les plumes, parce que je ne pense pas qu'il y en a. Il y a tellement de petits facteurs qu'il faut considérer, mais l'idée, c'est d'y penser. Dans ce cas-ci, on voit que je pourrais réaliser une économie en coupant ça à 2 jours. Donc, tout d'un coup, je ne stocke plus. Tout ce que ça m'a demandé, c'est peut-être, mettons que mon fournisseur m'a dit « Ah, ben moi, pour 100 $ par année, moi, t'assurer que j'en ai une. Puis je vais l'avoir en 2 jours au lieu de 3. » On a une façon de s'en sortir. Parc de rechange maximum. Là encore là, on fait notre petit calcul. On arrive à 1,4. Ça nous dit qu'en fonction des coûts, on le voyait tantôt, là, 7 800, 7 500, la quantité maximum d'inventaire qu'on pourrait ou qu'on devrait avoir pour que ce soit rentable, 1,4. Encore là, si on fait ces petits calculs-là, on se retrouve... Bon, ça, c'était la santé, pause café. Je vais, pour essayer de pas... À moins, est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'une pause? Non? OK. Bon, on poursuive. Autre outil de calcul est Système Expert. C'est là où, tristement, parce que je n'ai plus ces outils-là sur mon ordinateur, je ne pouvais pas vous les présenter live, mais j'avais quand même fait plusieurs diapositives de ces affaires-là. Puis ça va peut-être vous donner un petit peu le goût d'aller voir ces choses-là pour vous montrer les potentiels, puis vraiment la plage. Ce dont je viens de parler maintenant, là, c'est un petit calcul. Puis vous allez le voir, je l'ai même repris. Je me suis amusé à moi-même me faire une feuille de calcul pour avoir un peu plus de flexibilité. J'utilisais ça 7 fois sur 10 à peu près. Les autres cas, c'était des cas beaucoup plus complexes. Comme je travaillais pour la STM, les nouvelles voitures de métro s'en venaient. On a acheté, vous allez voir, le dernier logiciel, là, et ça nous permettait de faire des calculs beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus tordus qu'à la main. Oubliez ça, là, vous en avez pour des semaines, pour ne pas dire des années. Et ça nous permettait d'économiser. Pour le métro, on avait un budget de 40 millions pour le parc de pièces de rechange, ce qui est quand même une bonne liste. Encore là, on avait demandé aux fournisseurs, c'est quoi vos listes de pièces de rechange recommandées, ces choses-là. On s'est assis avec les experts par secteur, les gens de carrosserie, les gens d'électricité, les gens de mécanique, avec la liste et les résultats que moi j'avais obtenus, à savoir, j'avais calculé en fonction des taux de défectuosité qu'on s'attendait, soit parce qu'on avait déjà des données pour des composants comparables ou les données du manufacturier. Puis là, on a été capable de s'asseoir et discuter. C'est sûr, ce n'était pas non plus une affaire d'une après-midi. On a passé plusieurs journées en plénière à dire, OK, des étançons de
de voitures de métro, de motrices. Ah, OK. Le fournisseur nous dit qu'on devrait en avoir tant. Moi, je regardais avec nos données historiques des tensions, on devrait peut-être en avoir tant. Puis là, les experts à l'interne disaient, ouais, mais là, tu sais, quand ça arrive, ça, si on n'est pas capable de remplacer au moins une voiture, on va être dans le trouble. Bien, on travaillait ensemble, mais on arrivait avec des données qui étaient mutuellement compréhensibles, puis on regardait combien ça coûte. Tu sais, bon, une étention, ça ne coûte pas une fortune. Mais quand tu parles d'un bogie, c'est plusieurs millions de dollars. Fait qu'un de plus, là, ça compte. Puis là, après ça, tu as les gens d'entretien, parce qu'il faut penser qu'à l'STM, on révise la grande majorité de nos composants. Donc, ça t'en prend pour envoyer dans l'atelier, qui eux autres vont avoir besoin de pièces, puis tu sais, l'arbre est dans ses feuilles encore. Là. Mais c'est toutes des petites choses. Mais c'est sur une base, je dirais, beaucoup plus objective, beaucoup plus de discussion raisonnable que ça m'en prend plus, tu n'en as jamais assez, puis ces choses-là. Fait que les outils, bon, ça, c'est les autres aussi. La feuille de calcul Excel, de Soubry, bien, c'est moi. C'est pas moi qui l'ai inventé, je le dis, je rends à César ce qui appartient à César. C'est, toute chose égale, la formule que Westinghouse a développée et que j'ai simplement transmise dans d'autres choses. Oups, ce qu'on a besoin pour rentrer ça, bien, le niveau de confiance qu'on veut, le niveau de service désiré, le nombre d'unités qu'on supporte, là, donc les équipements, le taux de défaillance ou le moyenne de bon fonctionnement, mais un étant l'inverse de l'autre, les opérations quotidiennes, puis les périodes à considérer, donc ça c'est soit la réparation, soit l'approvisionnement. Ce que ça nous donne, c'est des quantités de stocks suggérées, des probabilités de disponibilité avec des stocks suggérés. Fait que, si on dit, c'est pas 5 que je voudrais, c'est 8, parce qu'il y en a 8 dans une voiture, bien, ça nous donne déjà un niveau de confiance, une évaluation du niveau de confiance auquel on peut s'attendre. Encore là, ce n'est pas parfait, c'est de la preuve. Ceux qui en ont fait, là, tout le monde a joué aux cartes, tout le monde a joué à la roulette. Ça ne marche pas, comme je dis, à long terme. Oui, ça fonctionne, mais sur des cas discrets, ce n'est pas toujours. Moyenne de temps entre les ruptures de stock. Ça, c'est une chose que moi, j'ai ajoutée parce que c'était quelque chose que les gens comprenaient beaucoup plus. Quand on leur dit 98 % de confiance, tout le monde veut plus. Plus, c'est mieux. Mais quand on peut leur dire les risques d'en manquer, c'est à tous les 6 mois, 1 an, 5 ans. Il y a des cas où on ajoutait une unité. Oh, mais tu sais, un bogie, un de plus. Bien là, au lieu d'avoir une rupture de stock à tous les 5 ans, ça va être tout à des 75 années. Bien, 75 ans, le raisonnement de beaucoup des gens, c'est « moi, je suis à ma pension, c'est pas moi qui va le justifier. » Mais c'est peut-être plate, mais c'était quand même pas déraisonnable que de dire 75 ans. Là. Tu rentres au magasin, je veux des tie wraps. Ah, excuse, j'en ai pas, je vais t'en commander. Le magasinier va passer tous les noms dans le livre pour se faire dire que c'était pas bon, parce que des attaches en nylon, là, c'est un must. Mais s'il te manque une pièce que tu vas en manquer toutes les 500 ans, bien là, ça a du bon sens. Je suis certain que même si certains d'entre vous font de la mécanique, j'aimerais avoir un carburateur pour un 305 GTO 75. Excuse, je ne l'ai pas en arrière, mais je peux te le commander. On ne lui en tiendra pas rigueur. Si par contre, on demande un filtre à air pour la même voiture, ça ne passe pas. Fait que, j'ai trouvé que cette valeur-là, MTBSO, le Mean Time Between Stock Out, là, mais c'est le temps moyen entre les ruptures de stock, attendu, probabilité, mais ça fait quand même du sens, puis ça parle aux gens. Puis les avantages que moi j'avais avec ça, c'est que là, je pouvais choisir le niveau de confiance entre 0 et 100 %. Je n'étais pas tenu à 80, je pouvais faire 50, je pouvais faire ce que je voulais comme chiffre. Puis des fois, pourquoi j'utilisais ça, c'est que je changeais mon niveau de confiance jusqu'à temps que je voyais le chiffre que je pensais vouloir mettre dedans. Fait que ça me donnait une évaluation de cette valeur-là.
Puis c'est ça. Ce mean time between stock-out est plus significatif pour bien des gens. Ça, c'était des petits exemples que j'avais faits. Je m'excuse encore là que ce n'était pas live. C'est-tu même assez gros pour vous autres? Mais bon, ce qu'on entrait dans la feuille, c'est ici en haut, on entre le nombre de composés. Ça, c'était le niveau de service qu'on cherchait. Dans ce cas, 50 le nom, excuse, ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, c'était la quantité. Après ça, le niveau de comment dire? Je ne le dirai pas. Le taux de défaillance, voilà, ou le temps de bon fonctionnement. Et ce que j'avais fait, c'est que je pouvais rentrer un ou l'autre. Donc, si j'avais déjà une valeur de taux de défaillance, ça allait bien. Si les gens me le donnaient plus en à peu près 500 heures, puis des fois, on me donnait du kilométrage que je convertissais à travers la vitesse commerciale pour me donner des heures de service. Mais j'arrivais avec ça. Fait que ça, on le voit. Ça, c'était le premier calcul. Ça, j'avais dit, c'était comme... Ça, c'était 365 jours, 50 de confiance. Fait que ça c'est exactement le calcul qu'on faisait. Puis on voit que j'arrive ici à 10, puis on avait 10,4. Fait qu'on est à la même chose ou à peu près. À 3 jours, tout d'un coup, on le voit. Ici, pour avoir 95 %, j'en ai même pas besoin. Parce que le 50-50, là, surévaluait d'une certaine façon. Ici, bien là, il me dit, même si tu n'en avais pas, tu respectes quand même ton niveau de service attendu. Fait que, encore là, je prends-tu ce chiffre-là comme les deux yeux fermés? Non, mais je me pose la question. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça me dit 0? Puis tantôt, j'avais fait un petit calcul à 1. Ça nous aide, je pense, à prendre des décisions. Là, j'arrive à 95 de confiance. Fait que là, 50 à 95, c'est-tu 1, 2, 3 ou 50 de plus? Mais ici, on voit qu'on est passé de 10 à 16 unités. Donc, mon niveau de confiance est beaucoup augmenté. Puis si mes yeux ne me font pas défaut, c'est 26 années entre les risques de rupture de stock. Alors, quand mon patron me demandait 95 %, je peux toujours regarder là et dire, « Ouais, mais là, si j'en manque à tous les 26 ans, qu'est-ce qui serait raisonnable? Il ne faut pas que tu en manques plus qu'une fois tous les 5 ans. Bien, une fois tous les 5 ans, bien, j'en aurais peut-être 2 ou 3 de moins. Donc, c'est encore là, base de discussion. Je ne vous montrerai pas comment le calculer, puis pour avoir essayé avec certaines personnes au bureau dans le temps, tu peux passer des semaines et des semaines parce qu'il y a tellement de petites variations, mais au moins, tu as quelque chose qui est objectif. Ce n'est pas moi qui décide, ce n'est pas moi qui l'invente. La probabilité de poisson, ou la somme des probabilités de poisson dans ce cas-ci, me donne un chiffre qu'on peut utiliser pour discuter. 3 jours à 95. Ah, tout d'un coup, mais là, tout d'un coup, j'ai mon 1. Donc, ce que ça vient me dire, c'est que quand j'en mettais 1, je demandais indirectement, à cause de l'arrondissement, là, on passait de 0,12 à 1, mais je viens de me retrouver à 95 % de niveau de confiance de ne pas en manquer. Mais malgré ça, regardez, là, j'ai 95, sauf que parce que mon délai d'approvisionnement est juste de 3 jours, je risque d'en manquer quand même à tous les 2 ans. Pas si pire que ça. Ce n'est pas des fractions d'années, là. C'est 2 ans. Mais c'est quand même pas négligeable. Si quelqu'un dit « je ne peux pas me permettre ça », bien, on peut voir. Après ça, si je prends 1 de plus, bien, je monte à, c'est 88 années. Fait qu'on voit là, plus 1, je passe de 2 ans, 88 ans. Je vais supporter de l'inventaire pendant 86 ans de plus. Pour ça, peut-être pas. Ça ne vaut pas la peine. Les autres calculs, les autres logiciels de calcul, ça, c'est des affaires qui sont plus scannées, là. Ça, c'en est un simple, mais c'est exactement le même concept, fait que je vais passer très vite dessus. Ce qui nous permettait d'ajouter avec celui-là, par contre, c'est qu'on peut donner le nombre de troubles non localisés et de réparations en place. Fait que si on a ces chiffres-là,
Si vous n'avez pas de système de maintenance, vous n'avez peut-être pas ces chiffres-là de façon pure et objective. Par contre, vous allez peut-être avoir la capacité d'aller voir les gens et dire « oh, ça arrive-tu des fois que tu es capable de le réparer sans le changer quand ça brise? » Ah, mais ça te prend quand même. Il faut que tu aies sorti toute ta liste de troubles rapportés, alternateur ne marche pas. Bon. Je pense qu'on fait le bonheur. Ça. OK, c'est ça. Vous portez le timer pour moi ou? OK. Je pense qu'on fait le bonheur. Vous allez avoir la paix de moi. C'est ça. On va avoir la possibilité de rentrer le nombre de réparations en place, puis le nombre de problèmes non localisés. Donc, ça, à ce moment-là, ça va être soit ça va venir de vos systèmes, soit ça va venir de vos gens qui vont vous donner une estimation. Mais encore là, ça vous aide à calculer des choses qui vous donnent, mieux que le PIF. Bon, là, j'avais des exemples, là. Je ne sais pas juste montrer ici. Mais on voit un petit peu la présentation. Ce que ça venait faire, c'est que ça venait nous mettre graphiquement ici le nombre de stocks pour atteindre un niveau de confiance. Ça, c'est la même chose, mais avec différentes valeurs. Fait que ça, je dirais ma feuille de calcul, mais où le concept de calcul de Westinghouse, c'est répété là-dedans, et ça se sert de la loi de Poisson. Smart Forecast, ça, c'était dans une direction un peu différente parce que c'est un logiciel qui fait de la prévision pour faire des remplacements de pièces intermittentes. On utilisait le bootstrapping, Monte Carlo, pour que ce soit le plus représentatif des remplacements. Ce que ça prend, par contre, c'est que ça prend des historiques de consommation ou de défauts. Fait que, si vous n'avez pas ça, ce logiciel-là, vous ne serez pas capable de le charger. Les niveaux de service désirés, ça, évidemment, ça, c'est personnel. Puis les périodes à considérer, c'est encore votre même délai d'approvisionnement ou délai de réparation. Ce que ça nous donne, c'est des prévisions de consommation pour des périodes, sur les périodes au niveau qu'on cherche, puis à 50 %. Fait qu'encore là, on est capable de voir la différence. Ça nous fait réfléchir encore sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, combien ça coûte. Parce que ça, c'est des chiffres. Vous avez vu, dans les derniers, là, c'est toujours quantité. Mais là, après ça, il faut multiplier. X pièces à tant de dollars par pièce fois taux de stockage. Puis après ça, combien ça me coûte en manquer. Ça, c'est la même chose. Coût d'indisponibilité quotidienne par le nombre de jours ou le nombre de semaines qu'on a besoin. Par contre, quand on a ces données-là, puis ça, on les avait STM, il est possible de rouler ça en lot, puis de rouler des dizaines, des centaines de pièces dans une catégorie, tout d'un coup. Fait que ça vous facilite le travail, au moins de ressortir les données, puis de voir. OK, mon inventaire aurait l'air de quoi? Parce qu'on multiplie les quantités par les valeurs de chaque. Fait que tu vois, est-ce que je pense que j'ai trop de matériel ou pas assez de matériel? On a eu des cas où, peut-être que le magasinier précédent était un petit peu plus gourmand dans ses évaluations de quantité à tenir en stock, mais pour ce garage-là, on coupait évidemment les stocks en deux. Mais il faut couper à bonne place. Tu ne peux pas juste dire la moitié de chaque. Il y avait des pièces, c'est certain. Il y en avait 10, il en avait besoin d'une. Il y en a d'autres, on pouvait même augmenter. Mais là, c'était vraiment global. Fait que c'est ça qui était le fun. Encore là, on a plus de choix de niveau de confiance. On peut déterminer des stocks à partir des consommations périodiques. Puis là, c'est par semaine, par mois, c'est sûr. Plus on est granulaire, plus on risque d'avoir de la précision. Mais on n'est pas tenu. On a fait des calculs des fois au mois, temps par mois. Fait que c'est pas trop compliqué. Puis pour certaines pièces, il a même fallu se fier aux gens en disant oh, on en remplace à peu près tant par mois. Mais ça nous a permis de le faire. Chargement des données se faisait facilement parce que on extrayait, nous autres, de la base de données centrale dans Excel.
On s'assurait que toutes nos valeurs étaient bien placées, puis on pouvait importer directement. Fait que là, tu te sauves ça. Mais on voit, là, c'est plus de travail, tu peux en faire plus, mais il y a beaucoup plus de manipulation. Ce n'est pas des choses que les gens font une pièce. Par contre, tu as une vue plus globale. Quand tu regardes toutes les pièces pour un magasin, bien là, tu regardes, je suis en dessous, je suis au-dessus, puis ça te permet de poser les questions des fois sur cette pièce-là. Est-ce qu'on en manquait souvent ou pas? Juste pour valider. Fait que là, on fait l'importation, puis là, on exécute. Ces affaires-là, ce logiciel-là prenait environ 5 minutes pour rouler 20 000 pièces. Fait qu'on prenait 5 ans d'historique, on roulait les 20 000 pièces, puis on obtenait nos résultats. On le faisait encore là, sur un délai d'approvisionnement de 52 semaines, parce que nos périodes d'évaluation étaient d'une semaine. On demandait 100 000 simulations. Donc, le logiciel, lui, s'occupe de faire toutes ces simulations automatiquement. Il nous redistribue ça dans 100 bins, donc on disait 1 de la shot. Puis, on demandait ici, c'est 99 de niveau de confiance. Mais ce que ça nous donnait, c'est un ensemble de distribution de courbes, parce qu'on pouvait le voir graphiquement. Fait que, si on mettait dans notre modèle de défauts 10 défauts sur 52 semaines, on voit qu'on arrivait à peu près à normal en termes d'apparence. Puis, la quantité nécessaire était de l'ordre de 21 ou 25 pièces. Si on met 10 défauts, ça se ressemble encore, mais on a besoin un petit peu plus, hein, parce qu'on avait tantôt 52 semaines également. Excusez, ça, c'est les 10 répartis aléatoirement. Ça se ressemble, mais ce n'est plus une à tous les temps de semaine. On voit que l'effet, dans ce cas-ci, parce que notre période était longue, est très minime. Quand on regroupait au début, donc on voyait que si on disait que c'était des petites périodes, on en a besoin de moins. 6 défauts dans 52 semaines, ça descend. Puis on descendait jusqu'à 2 défauts. Mais ce qui est intéressant peut-être le plus ici, c'est de voir qu'on passe de 10 à 6 à 4 à 2, mais ça ne coupe pas en 2 à chaque fois. Ça fait pas c'est pas proportionnel. Parce que ça utilise une simulation, dans ce cas-ci là, de Monte-Carlo, mais on voit quand même que ça nous en prendrait ici 15-18. Fait que c'est pas la moitié. Pour autant qu'on a juste 2 défauts en 52 semaines, parce que c'était aléatoire, parce que ce n'est pas déterministe, c'est stochastique, on se retrouve avec plus qu'on aurait pu penser ou juste faire avec une règle de 3. Fait que ça, ce n'est pas à négliger non plus. Ça, c'est un défaut, puis c'est encore plus vrai. Même si, on voit que les chances que j'en ai pas du tout, il y a ce bouton-là, ici, là, sur le nombre de simulations, là, il y en a une grande quantité qui c'était 0. Fait, combien de pourcentage ça représente? Il faudrait que je fasse le calcul là-dedans, là. Mais c'est quand même pas négligeable. Tu peux dire, mais là, j'ai tellement de 0, peut-être que le reste, ça ne vaut pas la peine de stocker pour ça. Ces rapports, ça, je l'ai mis en encadré, là, mais là, ça, je l'ai fait individuellement, mais quand on roule ça d'un coup, là, ça nous permet d'avoir... J'ai oublié toujours de pointer. Ici, on voit à 95%, à 50%, puis à 95%. Fait qu'on voit qu'il y a quand même des bonnes différences, mais ce n'est pas linéaire. Fait que ça, l'effet du délai, fait que là, si on passait de 52 semaines à 26 semaines, à 6 semaines, bien, encore là, on voit que notre courbe, elle se rabat, mais là, on reconnaît beaucoup plus notre loi de Poisson, voilà, que ce qu'on voyait dans une normale. La première étant... Ça ressemble à des... celle-là. Ça ressemble à une loi normale, la bonne vieille cloche qu'on connaît.
Par contre, on voit que quand il y en a de moins en moins, puis c'est le cas de beaucoup des pièces, là. Les pièces de consommation régulière, c'est peut-être même pas un problème, peut-être que juste au pif, vous êtes capable de « Ah, j'en avais 10, j'en manquais pas, parfait, je ne me stinerai pas. » Tu vas voir la poussière, « Ah, il n'y en a pas trop avec de la poussière dessus, on va le garder à 10. » Il y en a avec de la poussière dessus, oh, tu le baisses à 8. Mais encore là, ça, c'est du viscéral, c'est du pif. Le dernier, ouais, effectivement, je vais finir de bonne heure, c'est la grosse bête. V-Metrics, c'est un logiciel qui a été conçu pour des grosses entreprises, bien que, bon, on l'avait acheté nous autres pour la STM pour justement faire des calculs sur les parcs de recharge des voitures de métro, ou les nouvelles voitures de métro, je devrais dire. Ça demande beaucoup plus. Fait que probablement peu d'entre vous pourront vraiment l'utiliser parce que ça demande des gens qualifiés qui l'occupent, qui le nourrissent. Puis vous allez voir un peu pourquoi. Parce que pour rentrer les données, bon, il faut rentrer les caractéristiques des composants. Le coût du composant, sa fiabilité, son délai individuellement. Après ça, il faut rentrer les nomenclatures des composants par équipement. Parce que ce que ça optimise, ou l'optimisation que V-Metric fait, c'est global. C'est pour tout l'équipement. Vous dites, j'ai une voiture, puis je vais prendre des exemples un peu communs que je fais, que j'utilise habituellement. Vous avez une auto. Qu'est-ce que tu as comme pièce? Ah, moi, je tiens toujours un différentiel arrière. Non. On va prendre des pièces qui ne coûtent pas cher, en premier. On va prendre les pièces qui brisent souvent, en premier. On va prendre les pièces qui ne prennent pas trop longtemps à remplacer. Des pièces qu'on va chez Canadian Tire, ce n'est pas ça qu'on veut tenir nécessairement en stock si ça nous fait mal. Par contre, bien, quand on vient et qu'on globalise tout l'équipement, où on a des pièces qui prennent une semaine à obtenir, d'autres qui prennent 6 mois, il y en a qui valent 100 $, d'autres 50 000, il y en a ça brise très peu, d'autres ça brise beaucoup. Tout mélanger ça, ce n'était pas évident. Et ce logiciel-là, ou la beauté de ce logiciel-là, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un algorithme qui calcule le meilleur rapport qualité-coût, ou coût-bénéfice, pour toutes les pièces, une à la fois. Fait qu'il va regarder, voir si j'achète une de ça, ça me donne combien de mieux. Puis il fait toutes les pièces comme ça. Après ça, il choisit la pièce qui a le meilleur rapport. Il en met une en inventaire. Là, après ça, il calcule, il recommence tous les calculs pour si j'achetais maintenant une de toutes celles que je n'avais pas, puis une deuxième de celle-là. C'est-tu plus payant de l'avoir? Fait qu'il fait tout son calcul comme ça, à répétition. Ça peut être très gros, mais dans le cas où j'ai fait les simulations pour des composants électroniques pour les voitures de métro, j'avais une trentaine de mille pièces dans une configuration. Fait que tu te dis, bon, bien, l'arbre est dans ses feuilles, là, cette composante-là est dans cette composante-là, qui est dans cette voiture-là. Des fois, tu as la même composante ailleurs, avec des fiabilités différentes, avec des configurations différentes de redondance ou pas de redondance. Puis il faisait tous ces calculs-là en moins de 15 minutes. Donc, c'était, j'y serais encore si j'essayais ça. Mais c'est un logiciel qui est très performant pour ça et qui donne aussi, justement, tout de suite, on va le voir dans les résultats à la fin, l'optimisation directement. Il nous donne le choix de le faire. Bon, ça, les données de sortie, on parle des rapports, ça, on va les voir de toute façon. L'avantage, c'est ça. Il optimise en fonction du coût d'indisponibilité. On en parlait tantôt, combien ça coûte quand je ne l'ai pas. Ce logiciel-là aussi, je lui dis, pour chaque unité en service, parce que dans ce cas-ci, le résultat et l'optimisation ne se fait pas en fonction de chacune des pièces, mais en fonction du niveau de service qu'on veut obtenir de nos équipements. Donc, je ne suis pas en train de dire je veux 95 % de confiance de ne pas manquer d'alternateurs. Non, non. Je veux 95 % de mes équipements en service. Qu'est-ce que ça me prend pour avoir ça? Donc, le calcul est une approche différente parce que ça vient tenir en compte tout de suite du fait que, oui, je vais en avoir des équipements de rechange.
Si tu demandes 100 pour l'avoir essayé sur des petites affaires, là, ça vire fou. Là. Mais, ça vire fou. Lui, non, mais les chiffres sont astronomiques. C'est parce que la demande est irréaliste. C'est là où tu dis, mais non, il faudrait que je mette 600 000 d'inventaire pour un camion qui m'en coûte 25 000. On peut acheter un autre camion? Ça va coûter moins cher. Okay? Mais encore là, c'est un calcul, c'est objectif. Tu peux jouer un peu avec les chiffres, mais ça t'aide à te faire une tête de ce qui est mieux ou pas. Bon, voici comment ça marchait un peu. Là, j'espère qu'il ne manque pas de slide. Bon, ouvrir la base de données, ça se faisait quand même assez bien. Renseigner, là, ça c'était un petit exemple. Là. On voit ici, là, pour chacune des pièces, il fallait rentrer toutes ces informations. Bon, ces informations de base là, en termes de référence. Après ça, le type de composant que c'était, parce que tu peux regrouper après ça sur des pièces électriques, des pièces mécaniques, ces choses-là. Après ça, bon, le prix, ensuite le MRR6, là, c'est le nombre de défauts par million d'heures de service. Ça vient du militaire. En tout cas, pas que j'ai travaillé dans le militaire, mais c'est comme ça qu'ils l'ont calculé, parce que c'est une façon d'évaluer la fiabilité. Vous calculeriez votre fiabilité de façon régulière en disant ça arrive à tous les 75 000 km, je roule tant de kilomètres à l'heure, ça fait tant d'heures d'opération, ça se convertit en défauts par million d'heures. Évidemment, les autres affaires, je ne dirais pas, là, bon, le poids, la dimension, parce qu'il est aussi possible, avec ce logiciel-là, d'optimiser. Ce logiciel-là était utilisé pour le programme spatial, parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre tout dans la navette. Donc, ça leur permettait d'évaluer la masse et le volume des composants. Puis, on peut demander d'optimiser en fonction de ça pour aider à savoir, bien, ce n'est pas juste les dollars. Je pense que la NASA, c'était peut-être moins le dollar qu'on est capable de décoller avec ou est-ce qu'on est capable de le mettre dans la baie. On renseigne la structure. Donc, ça, c'est comment est-ce que les pièces sont imbriquées les unes dans les autres dans l'équipement. Là, on n'en avait qu'une, mais dans la structure, on peut avoir les mêmes pièces. Dans le cas des autobus, bien, il y a beaucoup des composants pour des séries, même subséquentes, qui étaient la même. Bon, la transmission, c'est une VH9, VH9. Oh, c'est une Allison 731, 731, 731. Oh, c'est une 732. Donc, tu les avais dans différents équipements, mais il était possible, avec ça, de soit utiliser une valeur générale. Bon, on dit une transmission, c'est bon pour 75 000 km. Parfait. Sauf qu'on s'aperçoit que dans la série 31 000, ils utilisent moins. Et ils n'ont pas une vie qui est aussi longue. Mais on pouvait ajuster pour ça. Puis ça va tout imbriquer les affaires une dans l'autre. Ça va juste calculer différemment les volumes nécessaires. Ensuite, bon, déploiement, ça, c'est peut-être moins intéressant, mais eux autres, parce qu'ils peuvent même y aller par site. C'est intéressant, nous autres, pour la STM. On avait 8 garages, un entrepôt principal. Ou un atelier principal dans lequel il y avait l'entrepôt principal, mais il y avait chacun des garages qui avait aussi leur stock. Donc, on pouvait calculer les stocks qu'on avait besoin à l'entrepôt central, les composants qu'on avait besoin pour l'atelier majeur, après ça, les pièces pour chacune des centres de transport, puis les quantités à stocker, ces choses-là. Donc, ça, c'est intéressant, mais encore là, la grosse bête. Si vous n'avez pas besoin, c'est peut-être quelque chose. Bien, ça se configure quand même assez facilement. Là, tu mets des 1 presque partout. Là, mais où tu agglomères tout ça, tu fais semblant que ça n'existe pas. Tu dis j'ai un magasin, puis tu mets ça dedans. Ça, c'est les équipements. Ça, c'était pour dire dans chacun des centres de transport combien est-ce que j'ai d'autobus de chaque sorte. Fait que là, non seulement tu viens quantifier des équipements, mais tu viens les mettre dans un environnement qui peut être plus ou moins agressif pour remplacer des composants. La béquille de suspension sur un petit transporteur qui fait de la rue, ça peut durer je ne sais pas combien de milliers d'heures. Je prends ce même
ce trot-là, je le mets sur un dune buggy, puis je m'en vais faire du motocross avec. Je ne suis pas sûr qu'il va toffer aussi longtemps. Mais ça permettait tout ça. On peut ajuster par site. Fait que là, je peux encore dire, non seulement c'est différent d'un autobus à l'autre, mais c'est différent pour cet autobus-là, dans ce garage-là. Un dessert le Mont-Royal, l'autre dessert le West Island. Ben, le Mont-Royal, tout ce qui est pièces de frein, ça se peut que on en brûle plus. On établissait les paramètres, je vous fais fi de ça, il y a un nombre de paramètres, mais ça nous permettait justement d'optimiser soit sur l'argent, soit sur le temps, les volumes, le poids, ces choses-là. On établissait les niveaux, puis là, on produit les rapports, je pense que je l'avais agrandi celle-là. Oui, bien c'est ça. Le premier rapport qu'on avait, c'est un rapport qui est sommaire. Ça nous donne le budget au début, le budget à la fin. On voit ici, dans ce cas-ci, ça part toujours à zéro, évidemment, parce qu'il calcule littéralement chacune des pièces. On va voir ensuite, il y a un autre rapport qui montre le choix de chacune des pièces, jusqu'à temps qu'on ait atteint nos objectifs. Fait qu'il part à zéro. Il a fini, dans ce cas-ci, à 166 000. Il est parti avec un niveau de disponibilité de pièces au comptoir de zéro, fini à 33 %. Son délai, il a commencé à 55, il a fini à 3 jours. Fait que déjà ça, il y a une amélioration. Sa disponibilité, il est parti à 55, puis il a fini à 92 %. Non, 82 %, excusez. Et la raison pour ça, parce que notre objectif, ici, on voulait 99,999,9. Moi, j'avais demandé, là, on pousse la machine, let's go. On ne regarde pas l'argent, là, on en met des pièces. Mais ce logiciel-là a déterminé que passer 82, là, ça te coûte plus cher d'avoir du stock que de ne pas en avoir. Hein? Puis ça revient, c'était simple comme calcul tantôt, ce qu'on avait fait, peut-être juste de dire, bien, écoute, combien ça coûte quand je l'ai, 3 jours d'un pas de service, etc. Mais ça, c'est la même chose, mais à une beaucoup plus grande échelle. Ça, c'est le rapport des choix. Ça, là, c'est des pages et des pages, parce qu'effectivement, c'est dans l'ordre chacune des pièces qu'il a choisies pour chacune des itérations. Donc, votre auto, une ampoule. Après ça, peut-être un bouton de je ne sais pas trop quoi, un connecteur. Puis c'est surprenant parce que j'ai déjà commencé à regarder ça, pour des pièces d'autobus. Puis il y a des pièces qui étaient surprenantes, qui mettaient en inventaire, puis quand on regardait le pourquoi, bien, ça s'avérait pas mal judicieux comme choix. Ça, c'était le rapport, par pièce par site. Dans le cas où vous n'avez rien qu'un site, on s'entend, c'est nul. Mais nous autres, avec X centres de service, bien là, on savait chaque pièce dans chaque garage. Puis il faisait tout ça en même temps, puis il optimisait ça globalement, parce qu'il ne regardait pas juste un magasin, il regardait tous les magasins. Il ne regardait pas juste un atelier, parce que tu lui donnes des temps de réparation dans ces ateliers-là, il regardait tous les ateliers. Puis c'est ça qui était la beauté. Encore là, c'est plus cher, c'est plus que du bonbon, mais c'est plus cher que ça. Des rapports par pièce qui globalisent finalement le total des pièces dans chacun des centres de transport, je dis centre de transport, dans chacune des unités de service ou d'entreposage. Puis ça, c'est les petits graphiques. On parlait, c'est... on voit ici... Bougez pas. Mes yeux me faillissent. C'est bien ça. OK, je voulais juste pas me tromper. La disponibilité. Fait qu'on voit qu'on est parti, même à zéro, je n'ai pas acheté un morceau. Il calcule que je vais avoir à peu près 5 % de ma flotte de disponible. Fait que c'est un point de départ. Puis après ça, bien, plus il rajoute des pièces, son taux augmente. Puis on voit ici, là, il commence à frapper le mur, comme on dit. Là. Ou plus ça va, bien là, regarde, tu n'en as pas plus, tu arrêtes à 80 quelques %. Fait que tu as beau en acheter, puis en acheter, puis en acheter, ça ne marchera pas.
Ensuite, on a... bon, fill rate, ça, c'est peut-être moins important. Ça, c'est le nombre de fois que tu donnes les pièces au comptoir quand le gars en a besoin tout de suite. Puis après ça, ton délai. Fait que ça, c'est ton délai qui diminue. Fait qu'on voit qu'un dans l'autre, tu frappes ce mur-là ici, voilà, à peu près à 80 cucs, qui dit, bien là, tu peux en rajouter tant que tu en veux. Tu n'as pas plus de disponibilité, puis ça ne prend pas moins longtemps à revoir tes pièces. Cela dit, et c'est celui-là qui est le plus intéressant en termes de résultats, puis je vais le pointer tout de suite, ça ici, là. Ça ici, là, c'est le rapport ou c'est le résultat du coût des pièces sur le bénéfice. Excuse, je me suis trompé. Le coût des pièces est ici, sur le bénéfice. Ça semble bien aussi qu'il y avait quelque chose de près. Puis ce qu'on voit, c'est que mon bénéfice finit par plafonner, même si je continue à rajouter. Ce qui veut dire que, quelque part ici, on est à l'optimal. Donc, à moins de changer des paramètres de fiabilité ou d'organisation ou de structure, ça ne donne rien de plus pour la compagnie d'en avoir plus. T'sais, plus, c'est mieux, là. Dans ce cas-ci, ce n'est pas vrai. Bon, on le voyait, ça, c'est le résultat effect. C'est 79 70 000 piastres de stock, puis on voit les valeurs, puis le bénéfice net. Fait que le bénéfice net, là, c'est à 113 000 puis c'est à 79, là, 80 %. Plus que ça, là, c'est de l'argent par les fenêtres. Puis c'est ça qui, des fois, vient nous chercher, parce que viscéralement, on veut plus. Combien de fois je me suis fait demander, oh, je veux 95 % niveau de service, 98 %. Puis j'essayais de vendre l'idée que des fois, c'est pas mieux. Parce que ça te coûte tellement. Mais voici, au début, je disais, celui qui parle le plus fort. Mais c'est sûr que la personne qui, elle, veut du niveau de service, même des petites valeurs infini-décimales, c'est un petit gain. Il s'en fout ce que ça coûte du côté de l'approvisionnement ou de la gestion des stocks. Et vice-versa. Gestion des stocks. Allô, cette année, on va sauver 300 000 d'inventaire. Ouais. J'enlève quoi? Bien, il faut sauver l'inventaire, on en a trop. Mais, tu sais, je dis quoi au client qui va demander des pièces? Je vais dire, je ne l'ai pas. Fait que c'est des petites affaires qui font, je vais dire, réfléchir les gens quand on est capable de mettre ça sur papier. Puis ce qu'on avait fait comme simulation-là, effectivement, je peux changer, je pourrais dire, si cette composante-là, je pourrais l'avoir telle plus vite, parce qu'on peut voir aussi lesquelles j'en ai beaucoup. Celles qui sont, ça nous aidait même dans certains cas à descendre, cogner à la porte à l'ingénierie, dire « Allô, si on veut avoir un niveau de service raisonnable, peux-tu nous arranger le problème avec les valves Untel? » Parce que ça, là, on en sort à tonnes, on en a à la poche. Essayer de trouver quelque chose. Puis plus souvent qu'autrement, peut-être j'ai été chanceux dans ma vie, là, mais les gens nous arrivaient quelque chose. On ne savait pas, on ne pensait pas que, mais ça a fait des gros changements. Fin du calvaire. Synthèse. Bon, raison, c'est optimiser la disponibilité. Donc, ce qu'on veut, c'est améliorer la disponibilité de nos équipements. Et encore là, c'est en fonction du stock pour le réparer. Je vous rappelle que la première pièce de rechange dans un système, c'est des fois un composant de rechange, pas un composant, un équipement de rechange. Fait que ça, pensez-y, regardez comment ça se... Bon, on parlait du minier, j'en conviens peut-être pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Même, dans le temps, on ne pouvait pas... Un camion avec une nacelle, là, une fourgonnette avec une nacelle là, pour un électricien, là, bien là, maintenant, il y a bien des endroits que tu peux en louer un. Fait que c'est peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé, auxquelles il faut commencer à penser.
minimiser les coûts d'indisponibilité, mais les deux vont un dans l'autre. Plus j'ai de stock, moins ça coûte cher, mais normalement, plus je fais d'argent. Estimer avec Poisson, j'ai encore cette petite feuille de travail-là en quelque part. Fait que si jamais il y en a qui s'intéressent juste pour bisouner puis regarder ce que ça donne, faites-moi savoir. Ou même, je peux passer par Jordan puis vous la rendre disponible. Il n'y a pas de frais puis il n'y a pas de rien de spécial. Là. Je peux même prendre 5 minutes pour vous montrer comment moi je l'opère. Ça peut être très intéressant de passer des choses à travers ça. Quand on se pose des questions, là, quand on se cherche parce qu'on est indécision, je devrais-tu plus, moins. Mais avec ça, moi, ça m'a aidé beaucoup. Coût de stockage inférieur au coût de disponibilité, bien là, c'est to stock or not to stock. On ne s'en sort pas. Si on finit avec des coûts de stockage plus grands que ce que ça nous coûte de ne pas en avoir, là, c'est des idées pour se faire licencier. Puis les outils, bien, on le voit. Il y a les petites affaires, la roulette en carton, là. Ça, comme je vous dis, je peux peut-être la retrouver. Mais c'est pour bien le fun. Le petit outil Excel, c'est très peu dispendieux dans le cas que c'est gratos. Puis, si vous prenez quelque chose ou si vous en avez besoin, si vous vous rendez à la réalisation qu'un outil du genre V-Metric, parce que j'en ai pas vu d'autres qui faisaient ça, j'en ai vu beaucoup qui faisaient des évaluations de stock, des tentatives d'évaluation d'inventaire en fonction du niveau de service, mais pas qui donnaient ces résultats-là, sauf que le logiciel, jadis naguère, coûtait près d'250 000, puis tu as une licence de, je pense que la dernière fois qu'on a renouvelé, c'était 20 000 $ par année. Fait qu'il faut que ça vaille la peine. Mais, dans notre cas, 40 millions d'inventaire, sauf un petit 5 %, c'est payé, là. C'était payé la licence et les renouvellements pour nombre d'années. Puis c'est ça. Peu importe comment est-ce qu'on s'y prend, bon, on essaye de... C'est toujours avantageux. Vous allez vous retrouver avec, des gens plus contents. On parlait de travail d'équipe. Ça va vous obliger peut-être à poser des questions, justement, à travailler en équipe. Quand vous avez les bonnes quantités de packs de rechange, bien, des gens du côté maintenance sont plus heureux parce que, ils ne sont pas toujours retardés avec des commandes de travail ouvertes. Les gens qui attendent après les équipements que les gens de maintenance doivent réparer sont aussi plus heureux parce que les autres, leurs équipements sont en fonction. Alors, je pense que c'est vraiment du gagnant sur toute la brochette des gens qui peuvent impacter, sans nécessairement, je dis bien sans nécessairement, que ça coûte une fortune. Les plus petits logiciels, là, à la base, là, sur la loi de Poisson, c'était quelques centaines de dollars, même ceux qui étaient vendus là, disponibles. Les choses comme Smart Forecast, bien là, c'est un logiciel beaucoup plus dispendieux. V-Metric, encore plus. Mais on voit que les possibilités sont là, mais ils posent toujours la même question, même V-Metric. Combien ça coûte avoir un inventaire? Combien ça coûte pas d'avoir un inventaire? Fait que le résultat est là pour nous aider à décider, simplement qu'avec un outil qui fait tout le calcul une pièce à la fois, on ne serait pas capable. J'avais été suivre la formation, pour V-Metric, je parle, puis on nous avait demandé de faire un calcul pour 2 pièces. Ça nous a pris une journée. Fait que tu ne peux pas littéralement rentrer 50 000 pièces là-dedans sur tous tes équipements. Par contre, une fois que c'est configuré, peu importe ce qui varie, tu as des pièces qui changent, des délais qui changent, ces choses-là, tu peux rapidement réévaluer et dire « Oh, j'ai des gros changements. Je vais me faire pincer là. On ne réglera pas les cas de pandémie, là, où tu passes de 6 semaines à 6 mois, là, mais tu peux être préparé pour ça un peu mieux. » Je pense que j'en arrive. Bon, c'est ça. Les dernières questions où... Bon, ça, c'est le retour à la maison. Mais est-ce qu'il y a... Je suis certain que là, ce que vous avez besoin, c'est pas moi, c'est des Tylenol. Parce que ce qu'on vient de voir en 1h30 à peu près, là, vous pourriez littéralement passer des mois
à faire. J'ai participé à quelques ateliers avec des gens à l'ETS sur la fiabilité, puis les composants, puis les packs de rechange. Puis il y en avait pour la session. Mais j'ai espoir que ces gens-là vont être capables d'aider au niveau de l'industrie en posant ces questions-là. Puis, encore là, ne pensez pas avoir besoin d'arriver avec le résultat ou les réponses seuls. Parlez-en. Oui, il y a des chiffres. Oui, on peut aller dans nos systèmes experts pour aller chercher des choses. Mais des fois, juste d'avoir le feedback des gens, d'entretien, d'ingénierie, puis de leur revenir avec ça, parce que c'est beau, là. Mais un composant, tu en as besoin des centaines puis des centaines. Ça devrait être le point de départ pour se virer à l'ingénierie ou l'acheteur. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? C'est-tu normal? Tu sais, quand on a des. Bien, je suis certain que vous posez déjà la question. Quand quelque chose brise trop souvent, on achète-tu le bon? Tu sais? Puis des fois, même je l'ai eu ou je l'ai vécu à l'STM où, bon, chaque année, on achetait une centaine d'autobus, 125 autobus. Puis tout d'un coup, un problème qu'on avait déjà eu dans le passé avec des valves, qui avait été résolu, revient, fait surface. Je dis, 10 minutes là. C'est le même boss que l'année passée qu'on a commandé essentiellement. Pourquoi que tout d'un coup, on a des problèmes avec ça? Bien, au moins d'avoir ces chiffres-là, on est retourné aux acheteurs ou à l'ingénierie. L'ingénierie a vérifié avec le fournisseur, qui, lui, avait fait un petit changement parce que son acheteur en avait trouvé des moins chers en quelque part. Bien, les meilleurs joints d'étanchéité qu'on avait fait mettre, les composants en acier inoxydable qu'on avait fait mettre ou qu'on achetait finalement dans cette nouvelle valve-là, avaient été remplacés par des valves en acier puis des joints avec des joints de caoutchouc ordinaire. Bien oui, ça a recommencé. Mais tu sais, tu peux te réévaluer avec ça. Puis ça, tu le vois à travers ton parc de rechange. Parce que si tu es capable de faire une évaluation régulière, tu vois les choses en amont, puis tu n'es pas pris de cours, parce que tout d'un coup, là, tu manques de stock, tes équipements ne sortent plus, puis tu avances. Fait que c'est ça. Alors, je m'excuse pour la présentation. S'il y a quelque chose, gênez-vous pas. Je pense que par Jordan... il n'est pas là. Par Jordan, de toute façon, je suis rejoignable. Puis, bonne journée.